Bon, là maintenant, on a tout ce qu'il faut pour attaquer S4. Alors S4, s'il n'y a qu'une table à connaître, c'est celle-là, parce qu'elle est parfaitement bien calibrée pour un exposé de 15 minutes comme on peut en avoir à l'oral. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, et on va essayer de voir à peu près tout ce qui est généralisable de S4 ensuite à S5, S6, SN. C'est pour ça que je vais commencer par une méthode qui peut paraître étonnante, mais par exemple, je ne vais même pas supposer qu'on connaît la signature, pour dire. Donc, c'est une méthode assez étonnante, et en fait, c'est la méthode de Frobenius, qui a, au début du siècle dernier, a réussi à classifier les représentations irréductibles de Sn, donc du groupe de permutation, pour tout n. Alors, regardons de plus près cette table de caractères. Il y a d'abord les classes de conjugaison. Donc les classes de conjugaison, vous avez celle de l'identité, tout seul, les transpositions, les doubles transpositions, les 3 cycles et les 4 cycles. Alors combien il y en a? L'identité, elle est toute seule dans sa classe de conjugaison. Des transpositions, il faut en choisir 2 parmi 4, c'est-à-dire 6. Des 3 cycles, des doubles transpositions, pardon, il faut en choisir, on les voit facilement, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, il y en a 3. C'est pas la peine de faire une théorie là-dessus pour l'instant, on verra la généralisation pour SN plus tard. Des 3 cycles, oui, il y en a 8, parce qu'il faut en choisir 3 parmi 4, donc, mais avec l'ordre qui compte. Donc 4 fois 3 fois 2, ce qui, en toute logique, fait 24. Mais 24, il faut diviser par le nombre de cycles possibles, parce que un 3 cycles, l'écriture du 3 cycles est unique à cycle près, c'est-à-dire que ce 1, 2, 3 peut s'écrire 2, 3, 1 ou 3, 1, 2. Donc il faut diviser par 3. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. Et de la même manière, le 4 cycles, 1, 2, 3, 4, donc ça ferait 4 fois 3 fois 2 fois 1, d'accord, pour le choix des éléments, donc 24 encore, mais il faut diviser par 4, parce qu'il y a 4 possibilités d'écrire ce cycle, donc ça fait 24 divisé par 4, ça fait 6. Après, j'ai écrit des petits tableaux que vous comprendrez très bien, parce que ça correspond à la décomposition en cycle, 1, 1, 1, 1 pour eux, 2, 1, 1, ici 2, 2, 3, 1, et parce que vous imaginez ce 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, puis 4 qui est tout seul, mais celui-là, on le met jamais. Par contre, on le voit dans le tableau de Young, parce qu'il faut, à la fin, trouver toujours 4 éléments. Et ici, voilà, donc là c'est le 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai mis des tableaux de Young. Ici, je sais tout simplement que mes classes de conjugaison, je leur attache un tableau de Young. Alors, un tableau de Young, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est juste une façon de représenter une partition. Une partition, ce sont des entiers en ordre décroissant au sens large, et tels que la somme, alors il faut toujours que ce soit strictement, vous ne pouvez pas mettre ces gros, telle que la somme fasse ici 4. D'accord? Donc ici, vous voyez que ces partitions, on les a écrites, donc ici, donc 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4. Voilà. Ce sont toutes les partitions de 4, et les classes de conjugaison sont indexées par les partitions. Il est donc logique, et ça a été l'idée de Frobenius, il est donc logique que ces partitions indexent aussi les classes d'irréductibles à isomorphisme près. Oui. Alors après, il fallait trouver en quoi, et c'est ça dont on parlera, c'est l'approche originale là, du jour. Alors, regardez comment on va faire. Bon, d'abord, la première représentation, c'est toujours la triviale, donc je mets la triviale, 1, 1, 1, 1, 1, donc celle-là, elle déçoit jamais, ou alors elle déçoit toujours. Et ici, ensuite, il y a, vous le savez, la standard.
Mais comment je vais faire pour la standard? Alors c'est là où j'ai un tableau annexe qui va me servir. C'est le tableau où je vais regarder des représentations qui proviennent d'actions. Donc c'est ce qu'on a appelé des représentations par permutation, issues d'une action. Et là, c'est l'action de S4 sur E. Ce que j'appelle E, c'est donc 1, 2, 3, 4, l'ensemble à 4 éléments. Donc, S4, on sait qu'il agit naturellement sur E, et on va avoir, ici, E, il a 4 invariants. On regarde, vous savez que donc le caractère, c'est le nombre d'invariants, ça c'est ce qu'on a vu. Lui a 2 invariants, lui a 1 invariant, lui 0, 0. Et donc, on retire la triviale. Pourquoi on retire la triviale? Parce qu'il y a toujours la triviale. Pourquoi on retire qu'une seule fois la triviale? Parce qu'il n'y a qu'une seule orbite, parce que l'action est transitive. Donc on retire 1 partout, et ça va faire 3, 1, 0. Bien sûr, ici, il faut que je mette, j'avais décidé, ici, donc là, 0, et ici 1. Voilà. Donc ici, moins 1, ici 0, et ici, moins 1. Voilà. Alors après, c'est ce que je vous ai dit, soit alors vous dites, ah ben il y a double transitivité, bon, soit alors vous vérifiez que le caractère est irréductible par le critère d'irréductibilité, par la norme. Donc vous regardez la norme de ça, vous pouvez me faire confiance, vous avez ici une norme égale à 1, donc vous faites 3 au carré, plus 1 au carré fois 6, plus moins 1 au carré fois 3, ici, 0, plus moins 1 au carré fois 6, vous divisez par 24, il va falloir que ça fasse 1. Vous pouvez me faire confiance, ça fait 1, et ça nous donne un caractère irréductible qu'on peut mettre ici. Maintenant, comment on va faire? Comment on va obtenir lui? Alors ici, regardez, dans le tableau annexe, je vais faire agir S4 sur les paires de E. Donc les sous-ensembles, les parties à 2 éléments dans E. Combien il y en a? Il y en a 6. Donc E a forcément 6 invariants. Ensuite, prenons un 2, comme j'aurais pu prendre 2, 3 ou un 4 ou n'importe quoi. Combien il a d'invariants? Combien il a d'invariants? Quand il va agir, il va laisser fixe la paire 1, 2. Donc ça fait déjà, oui, en l'inversant, mais ça reste la même paire, puisque l'ordre ne compte pas. Donc ici, 1, 2, il va y avoir un invariant, mais 3, 4 aussi est invariant, 2. Et puis c'est le seul, vous pouvez le vérifier. Ensuite, 1, 2, 3, 4, il va laisser 1, 2 fixe, 3, 4 fixe aussi, en les inversant, d'accord? Et les autres, non. 1, 3, par exemple, ne va pas être fixé, il va être transformé en 2, 4, etc., etc., donc les paires. Et 1, 2, 3, vous pouvez voir qu'il ne fixe rien, et lui, il ne fixe rien non plus. Alors là, maintenant, il va falloir lui faire cracher une représentation nouvelle, d'accord? Mais il se trouve que, vu comment on a procédé, alors, déjà, sur les paires, ça va agir de façon transitive, donc déjà, on sait que, alors on peut le faire par le calcul, on regarde ce caractère-là, et on regarde quelle est la composante triviale. La composante triviale, elle est avec multiplicité 1. Maintenant, on a déjà obtenu une représentation, parce qu'on est en train de faire une récurrence, d'accord, sur quelque chose qui sera défini plus tard. Ici, c'est ce qu'on appelle ici la représentation standard. Ici, c'est la représentation triviale, et ça, c'est la représentation standard. Donc, on regarde s'il y a de la représentation standard dans cette représentation, qui est une vraie représentation, d'accord? N'importe quelle fonction qui est de norme 1, il faut que ça provienne, il faut qu'il y ait un label, ça provient bien d'une représentation. C'est pour ça qu'on se sert des actions de groupe qui fournissent des vraies représentations. Donc ici, est-ce que vous avez de la standard? Donc vous faites le calcul. On peut le faire, si vous voulez. Après, on ne va pas faire tous les calculs, mais ici, si on veut faire la standard, donc il faut faire 1 sur 24. Et là maintenant, il faut faire 6 fois, la standard, vous avez 3, fois 1, plus 2 fois 1, je ne mets pas les barres, parce que c'est que des entiers, 2 fois 1 fois 6,
plus 2 fois moins 1 fois 3, et le reste c'est 0. Hein. D'accord? Alors ça, combien ça fait? Ça va faire 18, 18 et 12, ça fait 30, 30 moins 6, ça fait 24, paf, c'est toujours un plaisir. 24 divisé par 24, ça fait 1. Donc il va y avoir de la standard dedans. Donc, si vous voulez, ce V là, l'espace de cette représentation, qui est de dimension 6, il va avoir une composante triviale, ensuite une composante standard, et d'après le théorème de Majk, un W qui est orthogonal à ceci, pour la forme 1A. Alors, maintenant, bah oui, il est orthogonal, bah, on calcule son caractère. Maintenant, on calcule son caractère, j'anticipe, hein, parce que je sais qu'il va être irréductible. Donc ici, je vais calculer, et je vais voir 6. Donc son caractère, il faut que je regarde le caractère de V ici, auquel j'enlève le trivial et j'enlève le standard. Donc j'enlève la somme de ces deux-là. Donc il faut que j'enlève 4, 2, 0, 1, 0. Et bah, voilà, on va obtenir 2 ici. Ici, on va obtenir 0. Ici, on va obtenir 2. Ici, on va obtenir moins 1. Et ici, on va obtenir 0. D'accord? Et on vérifie que c'est bien une représentation irréductible, c'est-à-dire que le W ici, qui existe vraiment, c'est ça qui est important, hein, c'est d'obtenir des choses qui existent vraiment dans le monde des représentations, est bien quelque chose d'irréductible. Donc on va faire 2 au carré, ça fait 4. Ici, on fait 4 fois 3, 12, 12 et 4, ça fait 16. 16 et 8, d'accord? 24, 24 divisé par 24, ça fait 1. Donc c'est bien un caractère irréductible. Ensuite, on continue et on va regarder sur les couples de E. Alors cette fois-ci, c'est plus les paires, c'est les couples, c'est-à-dire que l'ordre compte. Donc puisque l'ordre compte, il va y en avoir 12, 4 fois 3, les couples d'éléments distincts, hein, évidemment. Pardon. Et là, 1, 2, bah, il va laisser fixe, il laisse plus fixe 1, 2, d'accord? Parce qu'un 2 était transformé en 2, 1, hein, par la transposition. Et bah, par contre, vous allez avoir 3, 4 et 4, 3. Donc vous avez ça. Et puis le reste, bah voilà, on peut faire confiance. Là, c'est 0. Il ne va pas y avoir d'invariant. Parce que là, ça laissait invariant des paires, mais ça ne laissait pas invariant des couples ici. Hein. Donc vous voyez, ici, c'est 0. Et là, ben, on va voir que on va avoir ce V là, ce V pour les couples, d'accord, j'appelle le V couple, qui va être de dimension 12. Il va y avoir une composante triviale, toujours une seule. Ici, une composante standard, mais en fait avec multiplicité 2. Une composante des paires, donc j'appelle ça V paire. Hein. Et ce qui va nous... Donc ça c'est de la dimension 12, 1, 2 fois 3 ça fait 6, donc là 9, et 9 en tout. Ici on va avoir un W, et ce W, il se trouve qu'il va être irréductible, ce qui veut dire qu'il va falloir prendre cette ligne-là, soustraire celle-là, 2 fois celle-là. Alors le 2 vient d'un calcul de multiplicité, comme on sait faire, hein. Je vous laisse le faire. Donc on enlève ça, 2 fois celle-là, 1 fois celle-là, et ça va nous donner 3, moins 1, moins 1, ici 0, et puis ici 1. Voilà, dont on vérifie qu'elle est... Alors, oui, on vérifie qu'elle est irréductible, mais aussi il faut vérifier au fur et à mesure que ce n'est pas, qu'elle n'est pas identique aux autres, parce que si on tombait sur une représentation identique aux autres, mais là, par récurrence, on ne peut pas tomber sur une représentation identique aux autres. Hein. Regardez comment on a agi.
Et enfin, là maintenant, on va attaquer les triplés d'éléments distincts. Les triplés d'éléments distincts, donc il y en a 4, 2 à 2 distincts. 4 fois 3 fois 2, donc ici on en a 24. Et là, il n'y a plus du tout d'invariant. Et si vous regardez bien, c'est juste la représentation régulière. Donc la représentation régulière, on la connaît, Vreg, il va y avoir une fois la composante triviale. Combien de fois la composante standard? Oui, vous le savez, hein, la composante standard, V standard, toutes les composantes vont être, avec multiplicité, leur propre dimension. Donc ici, il va falloir faire une fois ça, 3 fois celle-là, 2 fois celle-là, 3 fois celle-là, et il faut faire ceci moins le résultat total qu'on aura obtenu, et on va tomber, extraordinairement, sur une représentation de degré 1. Hein, vous reconnaissez, ça va être la signature. Ici, vous allez avoir 1, ici, vous allez avoir 1, et ici, moins 1. Voilà. Maintenant, il ne reste à voir qu'une chose pour parachever tout ça, c'est comment j'ai assigné à une représentation une partition. Maintenant, regardons-les, toutes ces représentations. D'abord, il faut savoir que S4, qu'il se réalise comme le groupe des isométries du tétraèdre, d'accord? Et le groupe des isométries du tétraèdre, il s'envoie. Bon, alors c'est des isométries affines, mais comme ça laisse fixe le centre de gravité du tétraèdre, on peut voir que c'est on peut regarder ça comme des éléments de GL3 linéaires. Donc on est dans GL3, le tétraèdre il habite en 3 dimensions, et donc on a une représentation de S4 dans GL3, puisqu'on a un morphisme ici de S4 dans GL3. A priori, on a envie de dire que c'est irréductible, on le voit mal se décomposer, donc ça va être de degré 3, ça va être un de ces deux-là. Lequel? Bon, on va voir. D'abord, qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? Ça va être la trace de l'action de 1,2. Comment se réalise 1,2 sur le tétraèdre? Il se réalise, donc 1,2, donc déjà S4 se réalise en permutant, donc les isométries de T permutent forcément les points extrémaux, c'est-à-dire ici les sommets du tétraèdre, ABCD, et donc comme il y en a 4, ça va donner S4. Donc si on veut permuter 1 et 2, on va permuter A et B. Donc si on permute A et B, ça veut dire qu'on laisse fixe l'isobarycentre de AB. Et comme on permute A et B sans permuter C et D sont fixes, on a 3 points fixes, on a un plan fixe. Comme on a un plan fixe, et on a A et B qui permutent, c'est donc que c'est une symétrie par rapport à un plan, donc c'est une réflexion. Donc dans une certaine base, dans le plan ça va être 1, 1, et dans le plan orthogonal ici, ça va être moins 1. Donc la trace de 1, 2, finalement, dans cette représentation, c'est 1. D'accord? On fait la somme, ici on a 1, donc c'est qui? Standard. D'accord? Donc ça, c'est la représentation qui vient de l'isométrie du tétraèdre. En revanche, S4, vous pouvez voir aussi qui se réalise comme isométrie, mais cette fois-ci positive, donc de déterminant 1 du cube. Je parle de déterminant parce que même si c'est affine, au final ça devient linéaire parce que ça laisse fixe le centre de gravité O. Et S4 ici se réalise comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que 1, 2 ? 1, 2, on voit, alors bon, vous me faites confiance, on peut voir que ça se réalise comme forcément un retournement, hein, puisque ça va être d'ordre 2, 1, 2, c'est d'ordre 2, et comme là ce sont des rotations, puisqu'on est dans l'espace, forcément,
ça va être un retournement, et c'est un retournement par rapport à ce qu'on appelle une bimédiane ici du cube, hein, d'accord? Et donc un retournement, ça veut dire qu'il y a un plan sur lequel ça se retourne, donc -1, et un axe que j'ai mis en rouge ici, qui est fixe. Donc là, la trace, ça va être -1, donc c'est cette représentation. Donc là, c'est les isométries positives du cube. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce que c'est que epsilon. Ben, regardez avec le cube, ça c'est très joli. Il se trouve que les sommets du cube, avec les arêtes du cube, ça forme un graphe. D'accord? Un graphe, c'est juste des sommets avec des arêtes. Et là, c'est un graphe bipartite, c'est-à-dire qu'on peut mettre des plus et des moins sur chaque sommet, de sorte à ce qu'une arête joigne un plus avec un moins. Jamais un plus avec un plus, ni un moins avec un moins. Donc voilà, regardez. Et maintenant, dans les isométries du cube, eh bien, les isométries positives du cube, eh ben, il va y avoir les isométries qui vont transformer. Donc si vous transformez un plus, une arête, ça ira toujours sur une arête. Donc si vous transformez un certain plus sur un autre plus, alors vous allez transformer tous les plus en plus, et donc tous les moins en moins. Par contre, si vous transformez un plus en moins, vous allez transformer tous les plus en moins et tous les moins en plus. D'accord? Donc vous avez deux types d'isométrie du cube, celle qui laisse fixe le signe et celle qui inverse le signe. Là, ça va être évidemment la signature. Par exemple, vous prenez un 2, pourquoi c'est de signature -1? Parce que ici, ça va être le retournement par rapport à cet axe, donc ça va transformer lui en lui, donc le moins en plus et le plus en moins, donc ça oppose les choses. Par contre, si vous preniez un 3 cycles, ça va se réaliser comme quelque chose qui va être par rapport à cet axe, qui va envoyer ce plus sur lui-même, d'accord? Vous prenez par rapport à la grande diagonale qui est ici, et lui va aller vers lui, d'accord? Voilà, lui va aller vers lui, on va avoir le 3 cycles ici, et lui va rester fixe, comme ça, et ça va transformer les plus en plus, et les moins en moins, donc cette signature positive. C'est joli, non? Ici, dans notre approche, non seulement on va tout faire venir des actions de groupe, mais en plus tout faire venir de l'action de groupe sur un tétraèdre. Voilà. Alors, ici, vous avez votre tétraèdre. La première chose, c'est de regarder celle-ci, cette représentation irréductible-là. D'où elle vient? Elle vient de l'action de G sur les sommets. Donc en fait, vous avez 4 sommets, donc action sur 4 objets, donc on enlève 1 pour avoir le degré de la représentation une fois qu'on a élagué la représentation triviale, et on a quelque chose de dimension 3 qui va être, qui va vérifier les bonnes conditions pour être irréductible. Et ici, vous en avez 2. En fait, il se trouve que c'est celle-ci, et il se trouve que ça ne va pas être celle-là pour une bonne raison. Alors maintenant, la bonne raison, je vais vous la donner, c'est que celle-ci, l'air de rien, on a l'impression qu'elle provient d'une action de groupe, mais non. Regardez, si elle venait d'une action de groupe, alors le nombre d'invariants se verrait ici. Je vous rappelle que ici, on a pris le nombre d'invariants -1. Et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'un 4 cycles aurait 1 plus 1, donc 2 invariants, et un produit ici de 2 cycles, une double transposition, aurait -1 plus 1, donc 0 invariant. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un 4 cycles au carré, vous l'élevez au carré, ça va vous donner une double transposition, ce qui veut dire que tous les invariants pour le 4 cycles vont être automatiquement invariants pour le 4 cycles au carré. Ce qui veut dire, en gros, qu'il y a normalement plus d'invariants pour le carré que pour l'élément de départ.
Et là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, on peut supprimer celle-ci. Elle ne figurera pas parmi les représentations qui se voient à partir d'une représentation par permutation. Voilà. Alors, on va se dire, ah oui, mais tout à l'heure, on avait dit epsilon standard se voyait géométriquement. Oui, epsilon standard se voit géométriquement comme les isométries positives du cube. D'accord? C'est-à-dire que S4, en gros, se voit comme isomorphe aux isométries positives du cube, et ça s'injecte dans GL3 de R, parce que le cube, il a un centre de gravité que les isométries du cube vont respecter, et donc respecter le centre, ça revient à s'envoyer dans le groupe linéaire par assimilation. Et attention, ça, ce n'est pas une représentation par permutation. C'est une représentation linéaire, c'est une représentation par isométrie, mais là, ça ne correspond pas à une représentation par permutation. Maintenant, regardez comment on pense les choses. Ici, on cherche cette représentation-là. La représentation epsilon, elle est de degré 1. Ça veut dire qu'on a agi sur 1 plus 1, donc 2 choses. D'accord? Si vous avez une dimension n, ça veut dire que vous avez agi sur n plus 1 objets. Si cette représentation provient, dans l'hypothèse, où ça provient d'une représentation par permutation. Donc regardons de quelle action peut provenir epsilon. Alors un joli exemple, c'est d'intégrer un tétraèdre dans le cube. En fait, on avait vu l'autre fois que le cube avait une structure de graphe bipartite. Sur les plus, j'ai mis un tétraèdre rouge, et sur les moins, j'ai mis un tétraèdre vert. Donc en fait, il y a 2 tétraèdres inscrits dans le cube. Et on cherchait une action sur 2 éléments. Il se trouve que S4, c'est isomorphe aux isométries positives du cube. Donc, quand S4 agit sur le cube, forcément, l'ensemble de ces 2 tétraèdres, donc vous avez un tétraèdre le rouge et le tétraèdre vert, et bien S4 va agir sur cet ensemble-là. Donc il agit forcément, on voit que, par exemple, une rotation comme ça par rapport à cet axe, va laisser fixe T1 et laisser fixe donc aussi T2. Par contre, on voit que une rotation, un retournement par rapport à cette bimédiane-là, qu'on avait vu l'autre fois, va échanger T1 et T2. Donc il y a effectivement S4 qui va agir là-dessus, et selon la représentation qu'on va obtenir, ça va être la représentation epsilon. Voilà. Alors après, on peut se demander ici, cette représentation-là, qu'on a symbolisée par phi, ici, elle est de degré 2, ça veut dire qu'il faut agir sur 3 choses. Alors, où est-ce qu'il y a 3 choses? Si vous regardez S4 comme groupe d'isométrie du tétraèdre, alors vous avez dans le tétraèdre 3 quoi? Vous avez 3 bimédianes ici, d'accord? Parce que vous avez 6 arêtes avec des paires d'arêtes opposées. Et à chaque fois que vous avez une paire d'arêtes opposées, comme vous avez 3 paires d'arêtes opposées, là vous avez 3 bimédianes, parce que chaque paire d'arêtes opposées vous donne une bimédiane. Voilà. Donc ça agit sur ces 3 bimédianes. Et on peut le voir aussi quand on regarde S4 comme isométrie positive du cube, parce qu'il va y avoir, alors je refais le dessin ici, quand vous prenez un cube, vous avez 3 axes. Bon, je les ai orientés, on n'a pas besoin de les orienter, c'était juste pour comme ça, mais on a 3 axes du cube, et donc du coup S4 c'est isomorphe à iso plus de C, et quand on agit
sur le cube, et ben on agit forcément, automatiquement, en même temps, géométriquement, sur ces trois axes. Ça nous fait une représentation de dimension 3, et ici, on a ça. Donc on voit par exemple que les doubles transpositions, elles vont agir un peu comme l'identité, puisqu'elles vont avoir la même trace. Ça, c'est une propriété qu'on pourra voir après là-dessus, sur le noyau d'une représentation, comment on le voit sur la table. Une petite question, deux dernières petites questions d'ailleurs. D'abord, on avait dit que la tensorisation par epsilon, ça donnait des représentations supplémentaires. Hein. Voilà, c'est toujours la magie de la dualité. Et là, ici, phi, pourquoi on ne trouve pas epsilon de phi? Epsilon, tenseur phi. Epsilon, tenseur phi. Ah, il devrait y avoir, c'est injuste, il devrait y avoir une ligne avec epsilon tenseur phi. Il y avait trivial, epsilon tenseur trivial, standard, epsilon tenseur standard, phi, et pourquoi il n'y a pas ça? Parce que epsilon tenseur phi, on va multiplier ici par moins 1, mais moins 1, donc 1 fois 2, ça fait 2, moins 1 fois 0, ça fait 0, 1 fois 2, ça fait 2, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, et moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc ici, c'est égal à epsilon tenseur phi. D'accord? Vous voyez, c'est la même, donc on ne la répète pas. D'accord? Donc, d'ailleurs, on aurait pu, avec cette logique-là, savoir où allaient être mis les zéros à cause de cette stabilité. Ensuite, oui, le dernier, phi trivial, personne n'en parle, ben oui, on s'en fiche un petit peu, c'est le trivial, mais ça provient d'une action, sur le tétraèdre. Le tétraèdre, oui, mais le tétraèdre tout seul, le tétraèdre singleton. Donc c'est une action sur un ensemble singleton, et le singleton, j'ai le droit de mettre ce que je veux, je mets le tétraèdre. Voilà. Maintenant, il ne reste à voir qu'une chose pour parachever tout ça, c'est comment j'ai assigné à une représentation une partition. Donc regardez, donc on avait dit qu'une partition, c'était une suite d'entiers en ordre largement décroissant, d'accord, d'entiers non nuls, positifs, et avec la somme égale à 4. Donc ici, ou égale à n en général. Et on va associer ce qu'on appelle un drapeau. Alors un drapeau de parties de E, ça va être des parties telles que E, ça va être le premier, le E1 du drapeau, E2, ça va être un sous-ensemble de E1, E3, un sous-ensemble de E2, etc., jusqu'à EK, de sorte à ce que la différence, le cardinal de la différence entre EI et I plus 1, c'est lambda I. Voilà. Et ce qu'on appelle un drapeau, c'est l'ensemble des parties E1, EK, qui vont vérifier ceci et associer à lambda avec ce cardinal-là. Voilà. Donc, si vous regardez bien, regardez cette partition-là. Alors, cette partition, ici, ça va être quelle partition? Donc ici, on va avoir 3, 1. D'accord? Vous avez 3 plus grand que 1. Je peux vous le mettre ici, 3 plus grand que 1. Donc ça veut dire que je choisis un élément ici, d'accord? Et ensuite, l'ensemble suivant, d'accord? Ici, vous avez votre élément I, et puis ensuite, l'ensemble suivant sera forcément de cardinal 4, donc ce sera E tout entier. Voilà. Donc ça revient, choisir un drapeau de type ceci, revient à choisir un élément. Maintenant, vous allez vous convaincre que choisir un drapeau de type ceci, cette partition-là, qui est 2 supérieur à 2, donc ça revient à choisir 2 éléments, et ensuite, le reste, ce sera E. Donc ça revient à choisir une paire de E. Maintenant, ici, on va choisir un élément, puis un autre élément, alors là, l'ordre compte, et ensuite, à la fin, on aura tout E. Et là, on choisit un élément, puis un élément, puis un élément, puis un élément. Bon, là, c'est autant que de quadrupler d'éléments distincts.
Donc c'est toutes les permutations possibles, d'accord? Et en fait, cette action-là, c'est une action sur les permutations. Voilà. Donc là, je voulais vous parler de cette méthode, même si c'est pas la méthode qui est la plus indiquée pour S4 en particulier, c'est la méthode que Frobenius, historique, que Frobenius a utilisée pour S indice N général, parce que ça marche à chaque fois, c'est-à-dire que à chaque fois, avec cette récurrence-là, en rajoutant toujours une petite case par-dessus, vous voyez la récurrence ici, on rajoute, on part du truc tout plat, et on monte ça comme des châteaux de cubes, comme ça, hein, qui montent, c'est les tableaux de Young, et ben on arrive, petit à petit, à obtenir à chaque fois une nouvelle représentation, et qui arrive toujours avec une multiplicité 1. Voilà. Et il se trouve que la dernière qui arrive, vous voyez, c'est la représentation qu'on connaît très bien par la signature. On va maintenant travailler sur ce tableau et voir comment on pouvait faire autrement. On va regarder toutes les méthodes, calcul, formalisme, géométrie. Là, c'était plutôt la méthode par la combinatoire. Bien, maintenant on va voir une autre façon de remplir cette table de caractères, mais de façon moins combinatoire. Là, on l'avait vu de façon implacable. Hein, et là, on va le voir comment, on va dire, un étudiant qui sait déjà des choses sur SN va pouvoir remplir le sudoku, hein, comme on dit. Hein. Donc ici, on a d'abord la représentation triviale. Ensuite, on la connaît, la signature, donc il faut savoir qu'il y a exactement deux morphismes, donc deux représentations de degré 1, c'est-à-dire deux morphismes de Sn dans C étoile même, hein, d'accord, qui est GL1 de C. Faut savoir construire la signature, savoir donner sa formule, parce que l'existence n'est pas évidente. L'unicité, elle vient du fait que S4 est engendré par des transpositions qui sont toutes conjuguées. Et voilà. Donc ici, vous avez la signature que vous connaissez très bien. 1, moins 1, 1, 1, et là, moins 1. Hein, d'accord, c'est dû à la parité des cycles qu'on va rencontrer dans la décomposition en cycle disjoint. Maintenant, la standard. Donc la standard, on a vu comment on faisait, c'est-à-dire qu'on regarde l'action de S4 sur E. E, c'est 1, 2, 3, 4, d'accord, et on regarde le nombre d'invariants, et on enlève 1, parce que c'est une action transitive, donc on sait qu'il y a une fois la représentation triviale. Donc ici, on regarde le nombre d'invariants, donc 4 moins 1. Ici, le nombre d'invariants, c'est 2 moins 1. Ici, donc ça va faire moins 1. Ici, 0, quand on va enlever 1. Et là, moins 1. Donc ça, c'est déjà fait, ça va assez vite. Maintenant, la suivante, dans un ordre, hein, parce que là, je suis pas en train de faire un ordre logique. C'est un ordre d'apparition dans notre tête. Ici, epsilon standard, c'est-à-dire qu'on va multiplier lui par lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, quand on a une représentation de G, d'accord, de degré 1, donc ici, je l'appelle epsilon, et qu'on a une représentation ρ de G dans GLN, de C, alors je peux obtenir une représentation que je vais écrire, avec le produit tensoriel, mais ça ne demande pas les tenseurs, regardez, ça se définit tout simplement en G dans GLN de C, qui à petit g donne epsilon de G fois ρ de G. Et en fait, ça reste un morphisme de groupe. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez faire epsilon de G1, G2, ρ de G1, G2, vous allez avoir epsilon de G1, epsilon de G2, ρ de G1, ρ de G2, parce que ρ et epsilon sont des morphismes de groupe, ça c'était la définition.
Mais maintenant, ça qui est un scalaire, d'accord, il peut passer là. Et donc, ça va nous donner epsilon rho de G1 fois epsilon rho de G2. Rho de G2, qui est exactement ce qu'on voulait d'un morphine de groupe. Donc c'est une vraie représentation, c'est pas juste une multiplication de trucs qu'on a multipliés comme ça, de façon complètement spéculative. Hein. Donc c'est une vraie représentation, et quand on va faire la trace de ça, bah, comme ça c'est un scalaire et que la trace est linéaire, ça va faire donc que la trace, le caractère de epsilon comme ceci, ça va être epsilon, donc appliqué en G, ça va être epsilon de G fois la trace. Hein, on peut sortir epsilon de la trace, rho de G. Donc on peut effectivement multiplier les caractères, et là on va avoir 3, moins 1, 0 et 1. Voilà. Qu'on avait trouvé déjà tout à l'heure. Hein. Et ici, il vous reste une ligne. Et la ligne, vous êtes sec. Mais il vous reste qu'une ligne. Et là que c'est intéressant d'utiliser l'orthogonalité des colonnes. D'abord, on utilise le fait que la somme des carrés, ça fait l'ordre du groupe. Donc 1 plus 1 fait 2, plus 9, ça fait 20. Donc il manque 4 pour arriver à 24. Et 4, pile, c'est 2 au carré. Donc il nous manque une représentation de degré 2. Et maintenant, on va faire l'orthogonalité des colonnes. On avait vu que les colonnes étaient orthogonales. Donc quand on va faire ça, si ici on l'appelle x, on a 1 moins 1, donc ça fois ça. Hein. Normalement, je devrais mettre un bar, hein, mais bon, il ne compte pas. Donc 1 fois 1, donc là ça fait 0, là ça fait 0. Donc ici, hein, d'accord, vous avez déjà l'orthogonalité de ces deux colonnes. Donc ici, il faut mettre 0 pour avoir quelque chose d'orthogonal. Ici, vous avez 1 fois 1, plus 1 fois 1, ça fait 2, plus 3 fois moins 1, donc ici, ça va faire moins 3, donc ça fait moins 1. Ici, ça fait moins 4. Donc moins 4, bah, pour compenser, ici, il faut 4. Donc 2 fois 2. Et là, ça va vous faire 2 colonnes, etc. Et après, vous pouvez me faire confiance. Ici, vous allez avoir moins 1. Et ici, vous allez avoir 0. Voilà. Hein, d'accord. J'espère que vous pouvez effectivement me faire confiance. Oui, c'est le cas. Donc, là, quel est le problème? C'est que on a obtenu phi, mais de façon spéculative, c'est-à-dire que on ne sait pas, on sait qu'elle existe, on sait que c'est forcément ça, mais on l'a pas de façon réelle. Donc maintenant, on va voir dans un deuxième temps comment tous ces objets peuvent provenir de la géométrie ou alors d'un certain formalisme. Hein, donc ce qu'on appelle des formalismes, les groupes quotients, par exemple, des choses comme ça, des constructions un peu abstraites. Voilà. On peut faire le résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent sur S4. On a vu deux façons d'attaquer la table de caractères. Une façon qui paraît combinatoire et très générale, elle est instructive si on veut aller plus loin sur S4, S5, S6, etc. etc. Donc SN, c'est la méthode finalement de Frobenius. Ici, une deuxième méthode plus efficace, basée sur le fait qu'on connaissait la signature, qu'on connaît la tensorisation par la signature, hein, et qu'on sait obtenir la dernière ligne. Voilà. Entre parenthèses, entre les deux méthodes, vous avez peut-être remarqué que vous avez une tensorisation par epsilon. La tensorisation par epsilon doit donc se voir au niveau des partitions, si vous voulez, des tableaux de Young. Eh ben, vous remarquerez que la tensorisation par epsilon va correspondre exactement à la dualité des tableaux de Young, c'est-à-dire remplacer le nombre de colonnes par le nombre de lignes. Hein, d'accord, voilà, c'est une dualité qui est dans les partitions qui est assez agréable et là qui correspond à la tensorisation par epsilon. Bon, alors maintenant, on va essayer d'abord de voir une façon un peu formelle, mais en tout cas avec une vraie représentation
d'obtenir cette dernière représentation qu'on avait obtenue de manière un peu spéculative, il se trouve que S4 possède, alors là, l'exception culturelle de S4, c'est qu'il possède, un sous-groupe distingué autre que A4. Donc ça, c'est assez extraordinaire, donc faut en profiter, c'est V4. C'est la réunion, si vous voulez, de cette classe de conjugaison. Donc un sous-groupe distingué, c'est toujours une réunion de classes de conjugaison, par définition. Donc, mais qui doit être aussi un sous-groupe. Il ne suffit pas de prendre juste une réunion de classes de conjugaison. Donc ici, vous prenez cette classe-là et celle-là, ça vous fait 4 éléments en tout, et il se trouve que ça fait un sous-groupe, et c'est le sous-groupe V4. Donc, on a un morphisme de groupe en quotient qui est surjectif, et on vérifie que ça, c'est de cardinal 24 divisé par 4, c'est-à-dire 6, de cardinal 6, et que c'est non abélien, donc c'est isomorphe. Mais un morphisme de S4 dans S3, ça revient à avoir une action de S4 sur 3 éléments. Et donc, si vous savez ce que c'est qu'une action de S4 sur 3 éléments, qui va être transitive parce que c'est surjectif, et bien ici, ça veut dire que quand vous allez enlever la représentation triviale, parce que par transitivité, vous allez avoir vous allez obtenir de cette action une représentation par permutation de degré 2. Et c'est celle-là. Donc ça va amener au caractère phi. Voilà. Dont on vérifie toujours qu'il est bien irréductible, etc.